Bonjour, c'est Sidonie. Bienvenue et merci d'écouter L'humain derrière l'étiquette. J'espère qu'il vous inspirera à aller à la rencontre de l'autre et de vous-même. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. Bonne écoute! Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue pour ce nouvel épisode de L'humain derrière l'étiquette. Aujourd'hui, je suis avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour Sidonie. Alors Élise, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît, en tant qu'être humain? Donc, je suis Élise Lemoine, j'ai 39 ans. Je suis originaire de la Manche. Ça fait une vingtaine d'années que j'habite dans le Calvados, où j'élève 2 enfants, deux garçons, qui ont 16 ans et demi et 12 ans. Ok. Et dans la vie professionnelle, tu fais quoi? Je suis conseillère d'insertion et en parallèle, je suis thérapeute. Ok. Alors, conseillère d'insertion, tu peux nous rappeler ce que c'est en quelques mots? Conseillère d'insertion, c'est le fait d'accompagner des personnes en fait dans leur cheminement pour trouver leur juste place dans leur sphère professionnelle. Les aider aussi à mettre de l'ordre dans leur vie personnelle au niveau administratif, social. Ouais. C'est vraiment de les guider. Ok. Justement pour trouver leur voie professionnelle. Ok. Et Donc, d'apporter un appui. Ok, donc ça c'est du salariat. Oui. Et en tant que thérapeute, tu as ton compte. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces thérapeutes, parce que c'est quand même assez large. Tu fais quoi comme style de thérapie? Alors en fait, j'accompagne les profils atypiques. Je me suis focalisée vraiment sur l'accompagnement des profils atypiques. Donc j'entends par là les troubles 10, les TDAH. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, TDAH, trouble de l'attention et avec ou sans hyperactivité. C'est ça, oui. Les autistes Asperger. Bien évidemment, il y a les hypersensibles. Voilà. Et est-ce que... donc tu dis que tu les accompagnes comment? En fait, je les accompagne au travers des soins énergétiques. L'objectif, c'est que justement, je les rencontre dans mon cabinet, où j'ouvre une parenthèse, où on discute, on pose ensemble en fait ce qui vient les perturber en ce moment, ce qui les chagrine, ce qui les bloque dans leur vie personnelle. On pose les choses, on en discute et par la suite, je leur prodigue un soin énergétique où je vais me mettre en connexion en fait avec leur corps et leur âme pour leur retranscrire en fait quels sont les blocages. Oui. Et le fait de conscientiser là où ça ne va pas, on trouve ensemble des solutions justement pour venir dénouer ces nœuds, libérer des mémoires, des émotions qui se sont ancrées en eux. Au travers du magnétisme, entre autres. Oui. Mais il y a aussi des outils vraiment très concrets qui leur sont donnés pour justement qu'ils viennent retrouver de l'apaisement, une certaine sérénité et qu'ils puissent reprendre, parce qu'en fait chacun est acteur de sa vie, donc qu'ils puissent reprendre le fil de leur vie en constituant eux-mêmes leur boîte à outils. Mais du coup, les gens qui viennent te voir, il faut qu'ils sachent déjà qu'ils sont... hypersensible, TDAH, tout ça? Ou est-ce que c'est toi qui, entre guillemets, décèles? En fait, il y a beaucoup de personnes qui se sentent différents des autres, en décalage de la société, qui expriment aussi un mal-être, mais qui ne savent pas l'exprimer. Mais il n'y a pas eu on va dire, de diagnostic de posé, forcément. C'est au fil des rencontres, de la discussion, que là, en fait, il y a une prise de conscience. Moi, je suis pas spécialiste, je suis pas médecin, donc je ne pose pas de diagnostic. Je suis juste là, justement, pour leur ouvrir en fait le champ des possibles et de leur dire que en fait leur fonctionnement correspond peut-être à un profil justement atypique et de les amener justement à se renseigner, à leur prodiguer des conseils de lecture, de les amener aussi à voir peut-être un spécialiste pour venir là poser un diagnostic et les aider. Oui. En fait, là, ce que j'entends, c'est que tu aides ces personnes-là à apprendre à se connaître, en fait. Oui, à mieux se connaître, ouais, c'est ça. Ouais. Et à tout âge, du coup? À tout âge, oui. J'ai, au travers de mes rencontres, justement, j'ai une femme d'une 40aine d'années qui m'a dit, grâce
au cercle de parole que j'ai organisé et aux conférences sur la gestion sur la conférence sur la découverte des profils atypiques, qu'elle s'était découverte. Ouais. Et que ça fait 40 ans en fait qu'elle cherchait à comprendre ce mal-être vraiment intérieur et profond. J'allais y venir, effectivement. Donc là, tu parlais de ton travail de thérapeute, que ce que tu reçois en individuel ou en duo avec des parents-enfants, je présume. Mais là, c'est vrai que tu fais aussi des conférences. Oui. Sur ces sujets-là. Moi, je sais y ayant assisté, je trouve qu'effectivement, il y a ce côté qui fait du bien. On se sent compris et on est avec d'autres personnes en fait, qui ont des profils similaires et ça fait du bien. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à ce sujet-là, à tout ce qui est justement profil atypique ? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça ? En fait, c'est au travers le diagnostic d'un de mes enfants qui est aussi un profil atypique, où je me suis rendu compte en fait de la méconnaissance en fait du fonctionnement de ces enfants, le fait d'entreprendre beaucoup de démarches au niveau de l'éducation nationale, des enseignants, le fait de taper à différentes portes, de tirer une sonnette d'alarme et de ne pas se sentir entendu, soutenu, que c'est épuisant en tant que parent de trouver des solutions pour aider son enfant à s'adapter à la société, à trouver des méthodes d'apprentissage différentes. Vraiment, c'est ça qui m'a poussée à me dire, mais en fait, il faut que ça bouge. Il faut en parler plus. Il faut plus en parler. Et au travers du diagnostic en fait, d'un de mes enfants, j'ai découvert aussi mon propre atypisme. Et c'est là aussi, ça a révélé une souffrance que j'ai vécue étant petite, justement, à pas me sentir comprise, à être en décalage des autres. Et cette suradaptation en fait, que j'ai dû mettre en place depuis toute petite m'a énormément épuisée. De là, justement, à faire un burn-out il y a plus de 4 ans. Et je me suis dit effectivement qu'au travers de cette expérience de vie, il fallait que j'en fasse une force et il fallait que je témoigne et que je sensibilise les gens justement à ces profils atypiques et de faire changer le regard sur ces profils HPI, TDAH, les troubles 10, et que c'est pas un handicap, c'est une force. Oui. Justement, quand on en prend conscience, quand on met parce qu'il y a plein d'outils justement pour pouvoir vivre avec de façon plus paisible, et que justement quand on se connaît mieux, quand on apprivoise cet atypisme, en fait, ça devient une force réellement. Oui. Et au travers des témoignages des personnes que j'ai rencontrées, je me suis dit effectivement, ça parle à des gens et ça vient réconforter des parents, justement, de dire je suis pas tout seul. Oui. On peut se soutenir entre nous, on échange des petites astuces, voilà. Et donc, tout naturellement, je me suis dit, en fait, mon expérience va automatiquement parler à d'autres parents, à d'autres adultes aussi qui cherchent à se connaître. Donc, c'est vrai que lors de mes consultations, ce sont aujourd'hui beaucoup de profils atypiques que je rencontre. Ouais. Et puis, te connaissant un peu et ayant pu assister justement à cette conférence sur les profils atypiques, tu donnes aussi des choses... parce que oui, il y a ton expérience, mais il y a aussi des choses très concrètes. Moi, je sais que ça m'a fait comprendre, par exemple... donc, il y a le fil rouge, par exemple, de l'hypersensibilité, HPI, HPE et tout le tralala, mais il y a aussi toutes ces conséquences qu'il y a dans nos vies, mais on ne sait pas que c'est lié à ce profil atypique. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je sais que ça m'a fait conscientiser pas mal de choses, comme si ça avait éclairé différemment peut-être des petites difficultés que j'ai eues ou des moments où j'étais différente. Je pensais que c'était des choses qui avaient rien à voir les unes avec les autres. Et en fait, ça a vraiment réuni quelque chose en moi. Oui. En fait, on vient rassembler plein de pièces de puzzle, en fait. C'est là, justement, c'est par rapport à des mécanismes, des fonctionnements que tu as au quotidien, mais en fait, au fur et à mesure, quand tu les emboîtes, tu te dis, mais en fait, oui, je comprends mieux mon fonctionnement. Et c'est important, justement, de mieux se connaître et de se dire, en fait, moi, mon fonctionnement, il est comme celui-ci. Donc, pour être le plus aligné et le plus apaisé possible, et pour pouvoir avancer sereinement dans la vie, mon fonctionnement, il est de telle façon. Donc, je sais que j'ai besoin de tels rituels, de tels outils
pour commencer ma journée, pour pouvoir travailler sereinement, pour garder ma concentration, pour éviter de me disperser. Effectivement, le fait lors des conférences, d'évoquer certaines situations du quotidien, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent et qui se disent, mais en fait, oui, ce fonctionnement, en fait, il est normal à mon atypisme. Ouais. Et tu l'acceptes beaucoup plus facilement. Complètement. En fait, c'est vraiment différent de... Enfin, je précise ça parce que c'est vrai que j'ai entendu des choses sur... là, je pense en particulier à l'hypersensibilité. On parle de... On veut mettre les gens dans les cases. L'hypersensibilité, c'est un peu facile. Mais en fait, c'est pas se mettre dans une case. Au contraire, c'est comme plutôt donner une direction. Oui, le but, c'est pas de mettre les gens dans les cases. Au contraire, c'est de venir identifier un fonctionnement cérébral qui est différent de la moyenne des gens. De pouvoir justement aller chercher des informations sur ce fonctionnement, de venir aussi soigner des blessures liées à l'enfance et de pouvoir aussi comprendre vraiment ce fonctionnement et par la suite venir se détacher de cette étiquette-là. Et du coup, donc, l'hypersensibilité, donc c'est un sujet qui effectivement, on en entend beaucoup parler. Est-ce que c'est juste les gens qui sont supersensibles ? Pas que. C'est... Les hypersensibles, en fait, ce sont des gens qui sont empathiques, qui ont beaucoup de créativité, qui ont leur sens très développé, une forte intuition, qui aiment vraiment les gens, mais des fois qui ont aussi besoin d'être dans leur bulle et d'être seuls pour pouvoir se ressourcer. Qui captent les émotions et les énergies des gens, des lieux. Donc en fait, ils emmagasinent beaucoup d'informations. Et des fois, justement, quand on apprivoise mal son hypersensibilité, ça peut être très difficile à vivre au quotidien. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui se mettent à pleurer sans forcément de raison apparente. Mais en fait, c'est une accumulation d'émotions absorbées qui n'arrivent pas à digérer. Qui n'arrivent pas à dissocier, de savoir est-ce que ce sont mes émotions, ce sont les émotions des autres. Tout les touche. Ça peut être un paysage, un film, une musique, un bruit. plat. Oui. Mais en fait, ce sont aujourd'hui, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup plus d'hypersensibles dans le monde. Parce que la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui est pas très mal. Et les hypersensibles ont un grand cœur et... ce sont des gens qui ont de fortes valeurs et je pense qu'on manque fortement de gens avec cette envergure. Tu penses qu'il y en a peu ou tu penses que c'est parce qu'on ne le sait pas tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une majorité de non-hypersensibles ou est-ce que tu penses que c'est la société qui fait que soit on ne le sait pas, certaines personnes ne savent pas qu'elles le sont, soit elles sont un peu coupées de leurs émotions parce qu'il y a eu des traumas, des choses comme ça ? À la base, je pense que nous naissons tous sensibles et hypersensibles, sauf que la société nous formate à justement nous couper de nos émotions. On nous a inculqué des fausses croyances des tout petits en disant voilà, il ne faut pas pleurer. Surtout chez les filles, t'es pas belle quand tu pleures. Un garçon, ça ne doit pas pleurer, ça doit être fort. D'exprimer... fortement ses émotions quand on est adulte, c'est montrer une mauvaise image de soi, c'est enfantin, c'est mal perçu. Donc oui, c'est la société qui nous a inculqué à nous couper de nos émotions. Oui. Et toi, comment ça s'est passé quand tu t'es rendu compte que tu étais un profil atypique ? Qu'est-ce qui s'est passé en toi ? Comment tu t'en es rendu compte d'ailleurs ? En fait, ça a été tout un processus. Je pense que l'élément déclencheur, ça a été... alors, je ne sais plus l'humoriste, mais justement, ce sont des humoristes qui ont fait des sketchs sur l'hypersensibilité. Et je me suis dit, mais en fait, c'est marrant parce que je me retrouve quand même dans ce qu'ils évoquent. Le livre de Maurice Barthélémy, Fort comme un hypersensible, a été pour moi révélateur aussi. Je me suis complètement retrouvée. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypersensibilité, aux caractéristiques, aux traits de personnalité concrètement. Et puis, ça a été révélateur, en fait.
Et du coup, ton métier de thérapeute, tu l'exerces depuis combien de temps? En fait, ça fait très longtemps que je l'exerce, mais en off, on va dire. Ouais. Mais là, je m'autorise depuis 1 an, vraiment, officiellement, à l'exercer. Ouais, en faire vraiment ton métier. À en quoi. faire vraiment mon métier, oui. Et c'est donc les soins énergétiques, parce que c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup de l'hypersensibilité, des profils atypiques, etc. Mais donc tu fais des soins énergétiques quand tu reçois les gens, c'est ça? Oui. Et du coup, ces soins énergétiques, c'est pareil, comment tu as, entre guillemets, appris à faire ça? Comment tu as su que tu avais cette sensibilité, Depuis, justement, ça a fait partie du cheminement pour mieux me connaître. En fait, depuis toute petite, en fait, je ressentais justement les énergies des lieux, des personnes. Je ressentais des choses différentes, mais j'avais beaucoup de mal à l'exprimer parce qu'effectivement, quand on grandit dans un environnement où on n'en parle pas forcément, en fait, on s'autorise pas. Donc j'avais beaucoup de questions en moi. J'étais assez effrayée aussi. Et ça m'a beaucoup fatiguée, justement, à absorber ces énergies. Comment tu te rendais compte que tu ressentais des choses qui étaient différentes des autres? Parce que dans certains lieux, je ressentais des choses, mais je sentais bien que les personnes qui m'entouraient, ils n'étaient pas perturbés, en fait. D'accord. Et ils n'étaient pas fatigués comme moi, ou moi, dans certains lieux, j'avais pas envie d'y rentrer, ou je pouvais pas y rester très longtemps. Ok. Ou au contact de d'autres personnes, c'était pareil. Et puis, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la spiritualité, à l'ésotérisme, etc. Et j'ai rencontré, j'ai fait des stages en géobiologie. Et là, quand j'ai rencontré d'autres personnes, effectivement, lors du stage, sur le groupe qui était avec moi, je faisais partie des personnes qui captaient et qui percevaient le plus de choses. Et effectivement, c'est le regard des autres sur moi qui m'a interpellée en me disant « Mais pourquoi moi, je ressens tout ça? Je perçois ça, j'ai ça comme information. » Ces personnes-là sont venues aussi pour découvrir la géobiologie. Ils sont censés ressentir la même chose que moi. Et non. Et c'est là où, en fait, où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de différent. Et le retour aussi des maîtres de stage que j'avais m'ont validé le fait que, effectivement, j'avais cette capacité extrasensorielle qui était différente. Et plus je m'autorisais justement à aller à la rencontre de ces capacités extrasensorielles, et quand je me suis autorisée aussi à être qui j'étais vraiment, à m'autoriser à être moi, plus ça se développait. Et progressivement, j'ai imposé mes mains sur des personnes pour faire des soins énergétiques, pour les guérir. Et à chaque fois, les résultats étaient étonnants, stupéfiants. Déjà, j'avais des bons retours. Et donc, progressivement, en fait, T'as pris ça s'est développé. J'ai pris confiance. Et puis, en fait, quand ça fait partie de vous, en fait, on le fait de façon tellement naturelle. En fait, c'est même pas... On se pose pas la question. Et donc, oui, en fait, j'ai conscientisé que j'étais, comme on appelle, une guérisseuse. C'est un beau mot, guérisseuse. C'est beau. Et du coup, quand tu étais petite, ce côté guérisseuse, tu n'en avais pas conscience? Non. Non. Ok. J'en avais pas conscience, non. Et quand tu étais donc toujours petite, du coup, parce que tu en es arrivée à être thérapeute aujourd'hui, mais comme tu le dis toi-même, ça a été un long cheminement, un long parcours. D'ailleurs, qu'est-ce que tu faisais avant de faire ce métier, et comment ça s'est passé à l'école? Enfin, je veux dire, à quoi ressemblait ta vie avant? Je me sentais en décalage des autres, justement. J'étais souvent dans ma bulle, isolée, parce que je me sentais pas comprise des autres. Justement, par rapport aussi à mon profil atypique, j'avais aussi plus de difficultés dans ma scolarité, donc ça me demandait beaucoup plus de temps. Donc le fait de devoir m'adapter à l'éducation qu'on m'imposait, moyen d'apprentissage. Pour avoir des bonnes notes, etc. aussi. Je passais énormément de temps dans ma chambre, justement, à apprendre mes devoirs. Donc ça m'a aussi isolée de mes amis. Mais j'avais aussi besoin de ce temps aussi seule, en fait, dans ma bulle, pour me ressourcer. J'avais une forte connexion avec la nature aussi, avec les animaux. J'étais très très bien au contact, de mon chien, de mes chats. Je passais beaucoup de temps dans la nature. C'est là où j'étais
le plus en phase. Mmh. Et puis après, progressivement, j'ai suivi un cursus, j'ai un BTS Action Commerciale, donc je suis allée travailler dans le commerce, où là, en fait, j'étais en contact de beaucoup de personnes. Et ça s'est passé comment pour toi, du coup? Plutôt bien, mais je trouvais ça bizarre que les gens viennent se confier à moi. Beaucoup de personnes venaient vers moi et ils me disaient « Mais je sais pas pourquoi je te raconte ça à toi, je te connais pas. » Et en fait, oui, effectivement, je me suis rendu compte, je me suis dit « C'est étonnant. Beaucoup de personnes viennent me parler, je les connais pas, ils viennent me confier des choses quand même très personnelles. » Alors que tu étais censée leur vendre des trucs. Voilà. Et en fait, j'ai eu envie de changer de voie, justement, de me reconvertir. Donc, j'avais envie d'aller vers le social, mais je ne savais pas vers quel métier vraiment aller. Donc, le temps de poser tout ça, je me suis formée au massage, en fait. Voilà, j'avais besoin de prendre soin des autres, j'avais besoin d'aller dans le milieu du bien-être. Donc, j'ai suivi une formation dans les massages. Et je suis allée m'occuper des autres. Et je suis allée dans des thalassothérapies en tant qu'hydrothérapeute. Et ça s'est passé comment? Très bien, j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré. Donc du coup, là, il y avait du toucher, pour le coup? Oui. Ouais. Et du coup, tu faisais des massages et parce que je sais pas trop comment ça se passe, mais quand tu fais des massages et que tu as du magnétisme, il devait se passer des choses... En fait, là, je le savais pas à ce moment-là que j'avais du magnétisme. Mais tu sentais pas que ça chauffait quand même? Parce que des fois, les gens, ils racontent ça, que en fait, ça chauffe dans leurs mains, ils savent pas pourquoi, non? Non, mais par contre, c'était les retours après les massages où les gens se sentaient vraiment, vraiment bien. Et puis moi aussi, le bien-être aussi que j'avais, justement, à faire les massages, comment je pourrais dire, à donner une prestation et de voir que les gens, en fait, ça leur apportait du bien-être, mais que moi aussi, j'y prenais plaisir. Voilà. Okay. Donc, ce travail de masseuse, t'as fait ça pendant combien de temps? À peine 1 an. Après, j'ai eu mon premier enfant. Okay. Et donc là, pour répondre à des attentes plus personnelles et financières, j'ai repris une activité d'assistante commerciale pendant un temps. Okay. Et là, après, ça s'est un peu plus formalisé, on va dire. J'ai repris une formation donc, de conseillère d'insertion. Ok. Parce que du coup, le massage, t'avais complètement mis de côté? Non, pas du tout. C'est que ça... Ça payait pas assez? Ça payait pas assez, oui. Ok. D'accord. Et donc, du coup, puis, c'était beaucoup d'investissements aussi. Voilà, il fallait se déplacer au domicile des gens. Ah oui, c'était du domicile. Parce que je faisais aussi des prestations à domicile. Ok. En plus de la thalasso. Et j'avais besoin de quelque chose de plus cadré, plus posé, avec des horaires un peu plus fixes. Ouais. Voilà. Ouais. Mais l'appel du social, en fait, revenait. Donc, voilà, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études. Et donc, j'ai suivi cette formation de conseillère d'insertion professionnelle. Et ensuite, je suis allée travailler dans différentes structures, avec des publics totalement différents. C'était très riche humainement. Ouais. Tu as aimé? Oui. Ouais. C'était quoi comme genre de public, du coup? Ça pouvait être autant des femmes au foyer, des cadres, des réfugiés politiques, des jeunes, des seniors. Et ça, t'as fait ça pendant combien de temps? Ce métier de conseillère d'insertion? 8 ans. Ok. Et tu en es partie? J'ai fait une pause. Ouais. Oui, j'ai eu besoin de faire une pause, effectivement. C'était trop intense? Non, c'est parce qu'en fait, comme beaucoup de personnes, pendant le confinement, je me suis vue... comment je pourrais dire, je me suis retrouvée en difficulté parce qu'en fait, j'ai fait ce métier pour aider les gens, sauf que pendant le confinement, en fait, j'étais démunie d'outils, de solutions pour venir les aider. Et en fait, vraiment, la souffrance des gens était beaucoup plus importante. Et je ne savais pas quoi leur apporter comme solution. Et là, j'ai eu ce syndrome de l'impostrice qui m'a submergée, on va dire, comme beaucoup de personnes. Je me suis dit, mais en fait, j'ai pas fait ce métier-là pour ne pas leur apporter des solutions, ne pas pouvoir les aider. Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, ce métier te convenait à peu près, puis quand il y a eu le confinement et tout, tu as senti que les gens étaient encore plus mal et tu n'arrivais plus à... à part leur apporter une aide d'écoute. Ouais. C'est tout ce que je pouvais leur apporter parce qu'effectivement, au niveau de l'administration...
Il se passait plus rien du coup. Il se passait plus rien, tout était bloqué, tout était figé. C'était, on envoyait constamment des mails à droite à gauche, sauf que les services étaient dispatchés, les gens étaient en télétravail. Donc en fait, on n'arrêtait pas de relancer, et ça n'aboutissait pas. Et en fait, sauf qu'en face de moi, j'avais de l'humain. Donc en fait, ça m'a épuisée. Tu l'as mal vécu, quoi. Ouais. Ok. Et puis il y a aussi le fait que j'ai été confrontée aussi, comme beaucoup de personnes, à mes propres peurs pendant cette période. Quand on est seul avec des enfants, on doit aussi, on savait pas ce qui nous arrivait, donc il fallait aussi qu'on gère aussi nos propres angoisses et nos propres peurs par rapport à cette période. Et donc là, c'était, il y a eu ça, et puis il y a eu d'autres éléments aussi qui sont venus se greffer. Et donc j'ai eu besoin de faire d'arrêter ce travail. Une pause, oui. Okay. Et c'est là où je me suis recentrée sur moi et cette pause m'a permis de me rencontrer. C'est beau ce que tu dis. Donc au travers de ce burn-out, j'en ai retiré vraiment une très belle expérience. Et parce que quand tu dis « je me suis retirée », c'est parce que tu étais en train de faire un burn-out ? Oui. Ok. Et justement... il y a eu un état de fatigue tellement énorme où j'ai dû me questionner, me remettre en question. Et c'est là où justement je me suis rencontrée et que tous les masques sont tombés et je me suis rendu compte qu'en fait aussi ce qui m'épuisait, c'était le fait de m'éloigner de qui j'étais réellement, justement de faire taire ces capacités extrasensorielles, de ne pas les mettre en valeur, en application, c'était pas moi. Et le jour où j'ai accepté qui j'étais et de me dire bon bah j'en fais quelque chose et c'est ok, je les mets en valeur, je les mets à disposition des autres personnes qui en ont besoin. Bah, en fait tout est devenu fluide en fait. Et je suis beaucoup plus alignée aujourd'hui et vraiment le burn-out c'est une épreuve. Parce que c'était un vrai burn-out. Oui. C'est ça. Oui. Tu pouvais plus bouger, t'étais vraiment immobilisée, quoi. Bah, on se reconnaît pas quand on vit un burn-out, on est à côté de ses pompes. Le cerveau il lâche, quoi. Il lâche complètement, le corps lâche. On se retrouve en incapacité d'entreprendre des choses, même ne serait-ce que de se lever pour amener ses enfants à l'école, refaire à manger. On doit tout réapprendre, en fait. Parce qu'il y a eu tellement une accumulation de fatigue et de suradaptation que le corps, à un moment donné, en fait, il dit « stop, j'en peux plus ». Donc, on commence à perdre la mémoire, il n'y a plus de concentration. On se retrouve, on prend la voiture, on conduit, mais on se demande comment on a fait pour arriver à ce point-là. Ouais, c'est-à-dire d'un point A à un point B, on se dit mais comment j'ai fait pour arriver au point B, j'ai pas vu la route, je sais plus par quel chemin je suis passée. C'est là où justement on se dit bah là en fait on est robotisé, en fait ça va plus. On n'a plus de repères, on perd ses repères, on n'a plus de... On dort mais en fait on se régénère pas, on se repose pas. Et est-ce que tu penses qu'il y a eu des symptômes ou je sais pas si le mot symptôme est juste, mais avant ce burn-out que tu n'as pas su voir, en fait? Parce que là, Oui, parce qu'il y avait des moments où, justement, je commençais un peu à perdre la mémoire, où il y avait des choses qui m'insupportaient, en fait. On est assez irritable. Ou des moments où, en fait, j'allais au travail, je pleurais dans ma voiture. Je me demandais en fait quel était le sens en fait de ce que j'étais en train de faire et cette sensation de fatigue. On a l'impression qu'il n'y a plus de lumière quoi. En fait, vraiment cette fatigue immense, de se sentir seul. Du coup, sauf qu'on s'interdit en fait de tomber, de se dire non mais il faut pas que je m'arrête parce qu'il y a d'autres personnes derrière qui m'attendent. D'autres personnes je parle au niveau du travail, sont déjà en arrêt, donc par rapport à la structure, on ne peut pas s'autoriser à être absent en plus. Sinon, comment ils vont faire ils vont faire Et puis, voilà, c'est que passager.
non, j'ai un tempérament, je suis forte, je vais y arriver. De toute façon, les personnes qui vivent un burn-out, ce sont des personnes qui ont un tempérament très fort, justement. Oui, Qui ont de fortes valeurs et qui s'engagent dans ce qu'ils font. Ils ne conçoivent pas de lâcher. De lâcher les autres, de lâcher les projets. Sauf que c'est le corps qui nous rattrape. Oui. Et à un moment donné, il faut écouter les signes parce que sinon, ouais, c'est ça. Et du coup, ce burn-out, donc dans ce que tu dis, c'est que c'est entre guillemets, alors je mets des gros guillemets bien sûr, mais c'est grâce à ça quelque part donc, que tu t'es rencontré, tu t'es trouvé. Bah oui, parce qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. Le corps nous met à l'arrêt. C'est ça. Donc, quand on récupère des heures de sommeil, on commence à réfléchir et à se dire, mais en fait, pourquoi j'en suis arrivée là, à ce stade-là, à cet état de fatigue-là, pour que mon corps m'envoie des gros signaux d'alerte de là à être hospitalisé. Parce que c'est pas mon tempérament. Et donc là, il y a un chemin d'introspection vraiment. Il faut aller au plus profond de soi-même pour venir se rencontrer, aller voir ses parts d'ombre aussi, aller les voir et te les regarder en face. Ça, c'est dur aussi. Mais on en sort beaucoup plus fort. Parce qu'aujourd'hui, je me connais beaucoup plus. J'ai entrepris pendant ce chemin-là, justement, j'ai demandé de l'aide, donc j'ai rencontré d'autres thérapeutes, justement, donc j'ai testé l'équithérapie, la sophrologie, donc j'ai testé plusieurs outils qui m'ont permis, justement, de mieux te connaître, à me régénérer, à mieux me connaître et à retrouver de l'énergie et vraiment à me réapproprier en fait ma guérison. C'est-à-dire que j'ai pris le temps qui m'a fait le temps nécessaire, mais je me suis réapproprié ces outils. Voilà. Et c'est ce qu'aujourd'hui je retransmets aux autres. C'est que au travers de mon expérience personnelle et professionnelle et aussi au travers de mes capacités extrasensorielles, j'aide les autres aussi à constituer leur propre boîte à outils. Oui. En passant par d'abord se trouver, d'abord se connaître et ensuite trouver les outils qui correspondent. Déjà, oui. D'une, c'est déjà d'identifier en fait ton fonctionnement, de t'accepter tel que tu es, de t'apprivoiser, de trouver après tes outils, tes propres outils. Et après, une fois que c'est OK, tu le vibres et tu montres aux autres en fait que c'est possible. Et t'as pas besoin d'aller convertir les autres ou d'aller les convaincre en fait. Ils le voient par eux-mêmes en fait que tu brilles quoi. Que tu brilles, que tu es aligné et que ça peut fonctionner. Donc en fait, les gens n'ont qu'une envie, c'est d'essayer en fait tes méthodes et chacun trouve après ses outils. Ouais. Ok. Et juste, j'ai encore quelques questions si ça va toujours. C'est bon. Parce que donc, je te connais un petit peu en dehors et je sais que tu aimes bien le public adolescent. Oui. C'est un public que tu aimes particulièrement. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu de ce public ? Pourquoi il t'intéresse autant, ce public adolescent ? En fait, c'est venu naturellement aussi parce que j'ai une approche avec les jeunes. Il y a un contact assez fluide. Et pour moi, la jeunesse, en fait, c'est l'avenir de demain. Et il est vraiment important de prendre soin d'eux, de les comprendre. Et il faut les écouter parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter à notre monde. Et je pense qu'effectivement, en fait, au travers de le fait de les rencontrer, c'est comme si je venais aussi guérir quelque chose en moi. Le fait que quand j'étais jeune, on m'a pas forcément écoutée, comprise. J'ai pas envie que ça se reproduise, en fait. Ouais. Et je sais que les jeunes, au travers de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est très, très difficile pour eux. Et il y a de plus en plus d'enfants avec des profils atypiques. Et moi, l'objectif, vraiment, c'est qu'on les comprenne, qu'on les accepte et qu'ils trouvent leur place dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes en souffrance aujourd'hui. Et il n'y a pas beaucoup je trouve, d'accompagnement spécifique ou de lieux d'écoute, d'échange. Donc, de par mon relationnel, et j'ai envie justement de créer des choses pour eux. Donc, j'aimerais mettre en place des cercles de parole pour les ados.
pour qu'ils puissent venir se rencontrer, échanger entre eux, parler justement de leur fonctionnement qui est différent de d'autres enfants, qu'ils puissent vraiment se rassurer aussi entre eux par rapport à l'avenir de ce qu'ils peuvent mettre en place et vraiment qu'ils constatent qu'ils ont leur place et ils ont leur rôle à jouer aujourd'hui. Et c'est important d'échanger. J'aurais aimé, étant plus jeune, avoir ces sas pour venir discuter justement de mon hypersensibilité avec d'autres jeunes qui vivaient la même chose que moi. C'est important de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Ça aide. Et donc là, concrètement, imagine un ado écoute le podcast là, et comment il peut se reconnaître lui aujourd'hui ? Comment il peut se reconnaître comme hypersensible ? Parce que c'est vrai que c'est une période de vie qui est charnière. On dit souvent, oui, les ados ils grognent, les ados ci, les ados ça. Ou peut-être comment pour les parents, comment ils peuvent reconnaître que leur ado il est hypersensible ? Ça peut être justement le fait qu'il a un comportement différent à la maison, en règle générale avec ses copains à l'extérieur. Le fait qu'il se mette à pleurer de façon régulière, des fois pas forcément avec une raison particulière, qu'il ait des fortes valeurs, qu'il défende ses opinions. Qu'il n'aime pas l'injustice, des choses comme ça. L'injustice, pour lui, c'est une émotion, c'est une blessure qui est insupportable. L'injustice. La trahison aussi. Il ne conçoit pas. Le fait que tout les émeut. Le fait aussi qu'ils puissent être dérangés par des bruits. Par des bruits, par la sensibilité aussi au niveau des textiles. Ah oui. Les enfants qui sont sensibles à certaines matières, aux étiquettes, aux lumières, donc au goût aussi, à certaines textures dans leur bouche. Oui, quand ça peut paraître une réaction excessive pour d'autres, en fait, c'est pas excessif, c'est qu'ils le vivent vraiment de façon extrême. Très forte. Quoi. Voilà, oui. Et en fait, c'est valable pour les adultes aussi, finalement, ce que tu dis. Ok. Le fait, c'est ce que je disais, c'est le fait de se sentir en décalage aussi. C'est le fait d'exprimer ses émotions aussi de façon très, très forte. Quand on est joyeux, c'est de l'exprimer de façon très exponentielle. Mais quand on est triste, c'est pareil. Quand souvent, une phrase d'ado qui me vient, que j'ai l'impression qu'on a beaucoup entendue, c'est l'impression que personne ne nous comprend. Moi, je pensais que c'était typique de l'adolescence. Est-ce que c'est typique de l'adolescence ou est-ce que c'est typique de l'adolescent atypique ? Non, je pense que c'est typique de l'adolescent. Mais un adolescent hypersensible, c'est d'autant plus. D'autant plus, oui. Okay. Donc il aura tendance à se renfermer, à se replier sur lui-même, à se dire ça sert à quoi que j'exprime, parce qu'en fait les autres ne comprendront pas ce que je vis, tellement c'est... Parce qu'en fait on a beaucoup de mal à l'exprimer. C'est tellement profond et intime que des fois... Et justement aussi, on nous a pas appris à l'école à venir exprimer les différentes émotions qui nous traversent, à mettre des mots sur des mots. On nous a pas appris. Donc pour un hypersensible, en fait, c'est très compliqué d'exprimer en fait ce qu'on ressent. Donc il y a ça aussi, c'est que lors des consultations, j'aide aussi les ados, mais aussi les adultes, à venir poser des mots sur des mots. Et puis c'est vrai que tu parlais aussi des capacités extrasensorielles. Parfois, c'est difficile aussi d'expliquer certaines capacités extrasensorielles, de mettre des mots dessus, justement. Oui. Parce qu'il y a aussi des enfants qui ont des capacités extrasensorielles et qui ne s'autorisent pas à en parler à leurs parents et à leurs amis. Alors qu'avec moi, effectivement, là, on parle d'égal à égal, donc il n'y a pas de tabou. On peut parler de tout. Justement, des sensations qui peuvent leur paraître étranges et qui ne s'autorisent pas à parler avec leurs parents. Il n'y a pas de jugement. On parle d'égal à égal. Et je me mets au même niveau justement que la personne que je reçois, c'est-à-dire que j'adapte aussi mes outils d'accompagnement par rapport à l'âge de l'enfant. Donc j'utilise des oracles, la roue des émotions, ça peut être des peluches, ça peut être aussi des huiles. Je travaille aussi avec les odeurs. Ah oui, je pensais que du coup c'était avec le toucher. Mais
Plutôt justement avec les odeurs, certaines odeurs d'huile essentielle qui peuvent venir détendre et éveiller certaines émotions, détendre. Voilà. En fait, j'adapte à chaque fois. Ok. Et du coup, aujourd'hui, ce serait quoi ton souhait là, si, par exemple, je sais pas, dans les mois à venir, ce serait quoi ton souhait dans ta sphère professionnelle? Qu'est-ce que tu aimerais développer? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe là? J'aimerais aujourd'hui que les médecines alternatives soient reconnues. Oui, bon, là, ça sera peut-être pas dans les mois à venir, mais on y croit. Soient remboursées par la sécurité sociale, ça serait bien. On va attendre un petit peu. Hein. Non, j'aimerais que la société pose un autre regard justement sur les profils atypiques et pas perçus comme des êtres à mettre au placard ou qu'on les pointe du doigt comme des perturbateurs, des gens décalés. Non. Ils ont beaucoup à apporter à la société. Aujourd'hui, les profils atypiques, c'est de l'or pour des entreprises. Ouais. C'est-à-dire ? Parce qu'en fait, les profils atypiques, ce sont des gens très créatifs qui aiment fédérer. Justement, qui sont aussi très joyeux. Ils peuvent aussi avoir des moments plus difficiles, mais ce sont aussi des gens très joyeux. Donc, ils entraînent tout un groupe avec eux. Ils aiment les challenges. Donc, là où des personnes n'iront pas, un profil atypique, il va être en joie justement de relever des défis, d'être dans les challenges. Ils ont des idées innovatrices. Il y a beaucoup de profils atypiques qui sont des génies. Einstein, Elon Musk, Picasso. Donc tous ces gens-là étaient visionnaires et donc il y a beaucoup de profils atypiques qui ont beaucoup à apporter aux entreprises. Mais moi, quand je t'entends parler, Élise, je me dis, donc effectivement ta conférence pour les profils atypiques, j'ai beaucoup, moi, perso, apprécié. Mais je me dis que ça vaudrait le coup aussi que d'autres personnes, que des personnes qui se sentent hypersensibles viennent pour comprendre aussi, justement, ces profils-là. Oui, moi, j'invite justement les parents, les grands-parents, les enseignants à dans participer. L'entourage, quoi. Ouais, à tout l'entourage, en fait. Mes conférences, elles s'adressent à tout l'entourage parce que l'objectif, c'est, même si je reçois, par exemple, un profil atypique et la personne se reconnaît dans un des profils et entreprend des démarches pour pousser un peu plus loin le diagnostic, etc., l'accompagnement. Si la personne, elle s'identifie, elle reconnaît qu'elle a ce fonctionnement atypique, c'est bien. Mais il faut aussi que l'entourage l'accepte et l'aide justement à prendre sa place et la soutienne. Donc c'est pour ça mon rôle aussi, c'est de sensibiliser les grands-parents, les parents, les enseignants. Et les chefs d'entreprise, tout ça, non? Oui, les chefs d'entreprise aussi. Oui, parce que ça peut être intéressant. L'objectif aussi, c'est d'aller au sein des entreprises pour venir échanger avec les managers, les chefs d'équipe, en leur disant, de sensibiliser aux différents profils atypiques, de leur expliquer comment un HPI fonctionne, comment un TDAH fonctionne, comment un 10 fonctionne, et qu'il y a des points communs avec tous ces profils, et qu'il y a des solutions pour accompagner ces personnes. Et que ça peut être du coup une force pour l'entreprise. Si l'entreprise justement reconnaît et les accompagne, les inclut, en fait, le profil atypique, mais il va développer ses compétences au sein de l'entreprise et il n'aura qu'une envie, c'est d'aider l'entreprise à se développer aussi. Donc c'est une plus-value. Ouais. C'est une force. C'est ça, si on l'accepte tel qu'il est, c'est une plus-value. Ouais. Oui, okay. Parce qu'un profil atypique ne compte pas ses heures, entre guillemets, quand il aime ce qu'il fait, quand ses valeurs personnelles correspondent aux valeurs de l'entreprise, il n'aura qu'une envie, c'est de tout faire pour que l'entreprise développe son activité, développe son chiffre d'affaires, et le fera avec joie. Ouais. Il n'aura pas la sensation de travailler, en fait. Ça, à partir du moment, donc si je reprends ce que tu disais, à partir du moment où il met du sens dans ce qu'il fait, qu'il se sent aligné, etc. C'est ça. Ouais. Ok. Super intéressant. Mais il faut justement protéger aussi ces personnes pour éviter justement qu'ils tombent dans le burn-out. Oui. Oui, ils ont besoin de liberté dans le cadre, en fait. C'est ça. Exactement. Ils ont besoin de liberté dans le cadre.
Faut pas les enfermer parce que sinon ça va pas du tout. Oui. Ça va à contre-courant de ce qu'ils sont. Mais donc il leur faut un minimum un cadre, mais ils ont besoin qu'on leur laisse de la liberté d'entreprendre Et de créer, du coup. Et de créer. Oui. Ouais, c'est ça. Et du coup, Élise, tu as parlé tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas repris parce qu'on a parlé de plein de choses en même temps. Tu as parlé des cercles de parole. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? C'est quoi ces cercles de parole? Oui. Je me suis, au travers des rencontres, justement, j'ai rencontré différents profils atypiques et donc des hypersensibles qui m'ont évoqué en disant mais oui, mais c'est bien, mais où est-ce qu'on peut rencontrer d'autres personnes qui fonctionnent comme nous? On a besoin d'échanger. Et je me suis dit, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc j'ai organisé des cercles de parole sur l'hypersensibilité pour justement permettre à ces personnes de se réunir, d'échanger entre nous. Ouais. Et effectivement, je me suis rendu compte que ça avait vraiment un intérêt et que ça apportait beaucoup de bien-être à ces personnes. Donc pendant un temps limité, justement, j'invite des personnes qui se sentent hypersensibles, qui ont besoin d'échanger, à venir partager ensemble. Donc je forme des petits groupes justement pour laisser la place à chaque personne de pouvoir venir déposer ce qu'il a à déposer, dans la bienveillance bien évidemment et le non-jugement. Donc on partage justement sur le fonctionnement des hypersensibles, sur les ressentis, sur aussi ce qu'on vit là au quotidien, etc. On aborde l'hypersensibilité de façon si générale. Et à la fin, je leur prodigue en fait des petits exercices de relaxation, de nettoyage énergétique et un petit soin énergétique global. Petit soin. Un joli soin, je pense. Oui, un joli soin. Ouais. Et tout le monde repart apaisé. Qui se sent compris aussi, compris, oui. C'est quoi les retours que tu as justement tu en as fait beaucoup? Pour l'instant, non, je suis au démarrage. Donc, Et c'est quoi les retours que tu as eu du coup sur les premiers? Ça fait du bien de se sentir compris. Ouais. Ça fait du bien de s'autoriser ce temps pour soi. Ça détend. Et les conseils et les outils qui leur sont transmis, effectivement, sont des choses qui sont assez faciles à refaire au quotidien. Donc, c'est des choses qui peuvent refaire derrière assez facilement. Une autre perception aussi, ça leur donne une autre perception de l'hypersensibilité. De se dire, en fait... je suis pas un boulet pour ma famille, en fait. Et d'accepter aussi d'accepter leur hypersensibilité. Ok, j'ai une dernière question et après je te laisse tranquille, Élise. Donc on a parlé de soins énergétiques aussi tout à l'heure, donc c'est pareil. Dans la foule de tout ce qu'on a dit, j'avais quand même envie de revenir là-dessus. Tu fais des soins énergétiques aussi tout simples, il me semble. C'est-à-dire qu'on peut aussi venir te voir juste, entre guillemets, pour un soin énergétique. Comment on sait qu'on peut venir te voir? C'est quoi qu'est-ce qu'il faut avoir comme symptôme ou comme envie pour venir te voir? Quel profil il faut avoir? Outre, du coup, les profils atypiques dont on parlait tout à l'heure. Alors, les personnes qui viennent me voir, généralement, ce sont des personnes qui se sentent bloquées, en fait, dans leur vie. Qui ont envie d'entreprendre des choses, mais qui se sentent vraiment bloquées. Qui n'arrivent pas à prendre de décision, qui ne savent pas quelle direction prendre. Ils sentent qu'ils ont cette envie, mais vraiment... il y a un blocage. Des fois, c'est je vois pas la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est vraiment de les aider à conscientiser certaines choses et à venir débloquer, déverrouiller. Tu veux dire, c'est un blocage parce qu'on n'arrive pas à trouver la direction ou c'est un blocage, tout est là, mais on n'arrive pas à passer à l'action? Les deux. Ok. Ça peut être aussi des passages de cap. Ok. De l'âge d'ado à adulte. Le passage de la ménopause, ça peut être des caps, des phases de deuil, des transitions personnelles et des transitions professionnelles. Les changements, en fait. Des changements pour les jeunes filles, le passage... Avant les règles. Avant les règles. Ouais. Ça peut être des personnes aussi qui ont des problématiques physiques, des problèmes de santé. Ils ont beau faire tous les examens possibles et inimaginables, mais à chaque fois, le corps médical ne trouve pas. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de... Donc, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Le corps médical ne trouve pas, c'est qu'ils n'ont rien. Ils disent, mais si, mais je me rends compte, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ça ne va pas. Je le sens. Donc, ça veut dire que là, c'est au niveau énergétique. Quand il y a ils se sentent envahis d'émotions, d'angoisse,
beaucoup de stress. C'est que là, il y a une accumulation d'émotions qui n'a pas été verbalisée, qui s'est cristallisée en eux et qui a besoin justement d'aller enlever cette soupape et de venir soulager les personnes. Et le soin en soi, ça se passe comment ? C'est-à-dire que quand on arrive, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il on est assis, debout ? Est-ce que tu touches ? Alors, je préfère que la personne soit allongée sur une table de massage pour qu'elle soit la plus détendue possible. Et en fait, c'est juste une imposition des mains autour de la personne et à certaines parties du corps, épaules, au niveau de la tête. Je travaille beaucoup sur les chakras. Voilà. Mais après, vu que je canalise des informations, je vais là où le corps aussi appelle. Donc, je peux ressentir pendant le soin énergétique, la personne peut venir pour quelque chose, mais moi, je vais sentir que le corps m'appelle parce que là, il y a un organe qui est affaibli. Il y a une douleur physique, une mémoire en tous les cas, qui est encore qui est coincée quelque part. Qui est coincée quelque part. En fait, le corps en fait me dirige, me guide. Donc en fait, je vais. Et dans mon souvenir, Élise, parce que donc moi j'ai déjà fait des soins avec toi, et dans mon souvenir, tu fais aussi avant la séance, en fait, toi tu canalises des choses, et moi j'ai le souvenir, tu m'avais donné des messages de mes guides aussi. Oui. Ouais, c'est à chaque fois ou c'est selon la personne ? Comment c'est ? En fait, tu prends ce qu'il y a à prendre, quoi. Oui. Ouais. De toute façon, quand la personne prend rendez-vous avec moi, effectivement, j'ai un temps où je me pose et je canalise effectivement des informations par rapport à la personne j'ai des informations sur déjà qu'est-ce que je devais devoir entreprendre pendant le soin, quelles sont les informations potentiellement que je peux transmettre à la personne pour qu'elle avance sur son chemin, qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir. Oui. Et effectivement, des fois, il peut y avoir différentes informations qui peuvent venir à moi. Ouais. Oui, c'est pas... Alors, je mets juste vraiment entre guillemets, c'est pas seulement ou juste un soin énergétique, c'est qu'il y a aussi des éléments qui nous aident à avancer, nous, derrière, en fait. C'était là où je voulais en venir. Enfin, dans mon souvenir, c'était comme ça, en tout cas. Oui, des fois, je peux canaliser, en fait, des blessures émotionnelles qui sont très fortes, en fait, qui se sont cristallisées par une émotion. Tu vois, en fait, il y a des blessures liées à l'enfance qui sont prédominantes, en fait, étant adulte. Et donc, déjà, je peux avoir une information par rapport à cette blessure. Et donc, je sais à quel niveau je vais devoir aller travailler pour aider la personne, justement, à libérer... Soulager un peu cette blessure. Les émotions, la blessure. C'est comme un oignon, en fait. On va enlever des couches. Fameuse, mais je peux effectivement recevoir aussi, canaliser des messages des guides. Moi, le souvenir que j'en avais, c'est qu'il y avait eu un soin physique. Tu faisais le soin énergétique pour soulager le physique, en fait. Mais je me souviens être repartie avec des messages pour m'aider, moi, dans mon chemin au quotidien, quoi. Oui. Oui. Il y a, dans les capacités extrasensorielles, il y a des capacités médiumniques aussi, oui. Ok. Merci beaucoup, Élise, pour tous ces partages, pour ce moment passé avec moi, à répondre à mes questions. Oui, merci beaucoup, Sidonie, de m'avoir permis de mettre en lumière mon activité, mon parcours. Merci, un grand merci à toi. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des épisodes à venir. À bientôt.